En tant que ta nouvelle femme, je permets gracieusement à ta mère de vivre dans mon ancien appartement, a annoncé Harper, agrippant le micro au centre de la salle de banquet. Un murmure d'approbation a parcouru les tables. Certains invités ont applaudi poliment. D'autres ont hoché la tête avec des sourires admiratifs. Je me tenais près de la table d'honneur, serrant une coupe de champagne que je n'avais plus l'estomac pour boire, sentant chaque paire d'yeux dans la pièce se tourner vers moi, attendant ma réaction. Harper était radieuse dans sa robe blanche ajustée, ses cheveux relevés en un chignon élaboré, ce sourire qui semblait peint sur son visage. Mon fils Liam se tenait à ses côtés, lui serrant la main d'un air complice, me jetant un regard dont je ne pouvais déchiffrer l'expression à ce moment-là. J'ai souri. C'était un geste automatique, une réponse conditionnée par des années de politesse, de ne pas causer de problème, de toujours maintenir la paix. J'apprécie ta générosité, Harper, dis-je, ma voix aussi stable que je pouvais le faire. Mais je vis très heureusement dans ma ferme. Je n'ai besoin de déménager nulle part. Le silence qui a suivi était épais et inconfortable. J'ai vu des invités échanger des regards confus. J'ai entendu des chuchotements. Harper a gardé son sourire, mais quelque chose a changé dans ses yeux, un éclat froid qui a disparu aussi vite qu'il était apparu. Liam est intervenu immédiatement. « Maman, dit-il, sa voix fendant l'air comme du verre brisé. J'ai décidé de ne pas te le dire plus tôt parce que je ne voulais pas gâcher la journée, mais mes beaux-parents et ma belle-sœur emménagent là-bas, dans ta ferme. Tout est arrangé. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Les lustres de la salle de bal semblaient soudainement aveuglants. Le bruit de fond s'est estompé en un bourdonnement lointain. J'ai regardé Liam, cherchant un signe que c'était une blague, une indication que j'avais mal entendu, mais non. Il me regardait avec un sérieux absolu. C'était cette expression qu'il portait quand il avait pris sa décision et n'admettrait aucune contestation. J'ai balayé la pièce du regard, cherchant des visages que je ne connaissais pas bien. Les parents de Harper, sa sœur, la famille Sterling. J'ai parcouru chaque table décorée d'hortensias blancs et de nappes en lin. J'ai cherché parmi les groupes d'invités, bavardant et riant, mais ils n'étaient pas là. Où sont-ils, demandai-je, ma voix sortant plus faible que je ne l'avais prévu. Où sont tes beaux-parents et ta belle-sœur, Liam? Maman, répondit-il avec une désinvolture qui me transperça comme de la glace. Ils sont allés à la ferme il y a quelques heures. Nous voulions qu'ils commencent à s'installer pendant que nous étions ici à la cérémonie. C'était juste plus pratique comme ça. Les mots pleuvaient sur moi comme des pierres. Pendant que j'étais ici à cette réception de mariage, célébrant ce que je pensais être un moment spécial pour mon fils, 3 personnes que je connaissais à peine étaient à l'intérieur de ma maison, dans ma ferme, à l'endroit que j'avais acheté avec 30 ans de travail et de sacrifice. Alors j'ai parlé assez fort pour que tout le monde dans cette salle m'entende. Personne ne vit dans ma ferme sans mon consentement. Personne. Le silence qui a suivi était absolu. Le groupe de jazz dans le coin semblait s'être arrêté de jouer. Les conversations ont cessé. Tout le monde nous regardait maintenant. Le visage de Liam est devenu d'un cramoisi profond. Harper ne souriait plus. « Maman, tu fais une scène » siffla Liam en faisant un pas vers moi. « Ne gâche pas mon mariage avec tes caprices. » Des caprices, répétai-je, sentant quelque chose se fracturer dans ma poitrine. Défendre ma propriété est un caprice maintenant. Harper s'avança, croisant les bras. Eleanor, ma famille a besoin d'un endroit pour vivre. Tu as cette immense ferme pour une seule personne. C'est égoïste de ta part de refuser alors que je t'offre mon appartement en échange. C'est un échange équitable. Équitable. Ce mot résonnait dans ma tête comme une blague cruelle. Il n'y avait rien d'équitable là-dedans. Rien d'équitable dans le fait qu'il dispose de ma maison sans me le demander. Rien d'équitable dans le fait de m'offrir une faveur que je n'avais jamais demandée. Je n'ai pas demandé ton appartement, Harper, répondis-je, en gardant mon calme, même si je tremblais à l'intérieur. Et ta famille n'a aucun droit d'entrer sur ma propriété sans mon autorisation. Peu importe ce que vous avez convenu entre vous. Cette ferme est à moi. Liam éleva la voix. C'est déjà décidé, maman. Ils y restent. Tu peux emménager dans l'appartement ou trouver un autre endroit. Mais ce n'est pas négociable. Pas négociable. Les mots de mon fils. Du garçon que j'avais élevé seul après être devenu veuve. Du jeune homme pour qui j'avais travaillé en double poste à l'usine pour payer ses frais de scolarité.
de l'homme qui me mettait maintenant à la porte de ma propre maison. J'ai enlevé le châle que je portais et l'ai laissé tomber sur la chaise la plus proche. J'ai saisi mon sac à main avec des mains tremblantes mais fermes. J'ai reculé d'un pas, me distanciant d'eux. « Alors, vous avez décidé pour moi, dis-je, en regardant Liam droit dans les yeux. Vous avez décidé de donner ce qui n'est pas à vous. Vous avez décidé que votre mère ne mérite même pas d'être consultée au sujet de sa propre maison. Maman, n'exagère pas. Ce ne sont que 3 personnes. La maison a 4 chambres. Il y a beaucoup de place. Beaucoup de place. Comme si c'était la seule chose qui comptait. Comme si les années que j'ai travaillé pour acheter cette terre ne signifiaient rien. Comme si mon droit de décider de mon propre sanctuaire était quelque chose qu'il pouvait simplement ignorer. Je pars, annonçai-je clairement. Je quitte cette fête tout de suite. Et quand j'arriverai à ma ferme, tes beaux-parents et ta belle-sœur devront partir. Je me fiche de la façon dont tu résous le problème, Liam, mais cette maison est à moi et à moi seul. Tu ne peux pas faire ça, cria-t-il. Nous leur avons déjà dit qu'ils pouvaient rester. Tu ne peux pas m'humilier comme ça devant tout le monde. Je l'ai regardé, ressentant une profonde tristesse mêlée à quelque chose de nouveau que je commençais à peine à reconnaître. C'était de la colère. C'était de la déception, mais c'était aussi de la clarté. Tu m'as humilié le premier, mon fils. Tu as décidé de ma vie sans me consulter. Tu as donné ce qui n'était pas à toi pour bien paraître aux yeux de ta femme. Maintenant, je décide pour moi-même. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Chaque pas demandait un effort énorme. Je pouvais sentir les regards brûler dans mon dos. J'ai entendu des chuchotements, des halètements étouffés. Le nom de Liam prononcé avec pitié ou jugement. Harper a crié quelque chose derrière moi. Mais je n'écoutais plus. Ces mots se perdaient dans le bourdonnement qui remplissait mes oreilles. Liam m'a appelé une fois de plus, mais je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais pas m'arrêter. Si je le faisais, si j'hésitais ne serait-ce qu'une seconde, je m'effondrerais sur place. J'ai atteint la sortie de la salle de banquet et l'air frais de la nuit m'a frappé le visage. J'ai respiré profondément, sentant l'oxygène remplir mes poumons. Mes mains tremblaient alors que je cherchais les clés de ma voiture dans mon sac. Je devais me rendre à la ferme. Je devais voir de mes propres yeux ce qui s'y passait. Je devais affronter ces gens qui étaient entrés dans ma maison comme s'ils y avaient un quelconque droit. Je suis monté dans ma voiture et j'ai verrouillé la portière. Pendant un instant, je suis resté assise, immobile, agrippant le volant, essayant de calmer les tremblements de mes mains. Je pouvais voir les lumières de la salle de réception à travers le pare-brise. Je pouvais imaginer ce qu'ils disaient à l'intérieur. Les commentaires, les jugements, les opinions sur la mère du marié qui a gâché le mariage. Mais quelque chose avait changé en moi. Quelque chose de fondamental qui n'avait rien à voir avec ce que les autres pensaient. J'ai démarré le moteur et j'ai quitté le parking. La route vers la ferme était sombre. Il y avait à peine d'autres véhicules. Les lumières de la ville s'estompaient derrière moi alors que j'avançais sur le chemin que je connaissais par cœur. Cela faisait 20 ans que j'avais acheté cette propriété. 20 ans que j'avais signé les papiers avec des mains tremblantes, incapable de croire que j'avais enfin quelque chose à moi. Un endroit où personne ne pourrait me dire quoi faire. Un espace construit avec mon effort, mon travail, mes rêves d'avoir un refuge tranquille pour mes vieux jours. Liam avait 10 ans quand nous avons emménagé. Je me souviens comment il courait sur le terrain, explorant chaque recoin. Comment il m'a aidé à planter les premiers pommiers. Comment il m'a dit que quand il serait grand, il prendrait soin de moi et de la ferme. Maintenant, ce même garçon me prenait tout. J'ai serré le volant plus fort. Je n'allais pas pleurer. Pas encore. D'abord, je devais résoudre ça. D'abord, je devais rentrer chez moi et voir ce qui se passait réellement. La route se rétrécissait à mesure que je me rapprochais. Les arbres sur les côtés formaient des ombres sombres sous le clair de lune. Je connaissais chaque virage, chaque montée, chaque creux de cette route. Finalement, j'ai vu le portail d'entrée. Il était ouvert. Cela n'arrivait jamais. Je le fermais toujours à clé. Toujours. Je suis entré lentement, mon cœur battant de plus en plus vite. Les lumières de la maison étaient allumées. Toutes les lumières. Comme si quelqu'un avait décidé d'illuminer chaque pièce. Je me suis garé près de l'entrée principale et je suis resté assise un instant de plus.
J'ai pris 3 respirations profondes, essayant de me calmer. Je devais être calme. Je devais penser clairement. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'à la porte. Elle était entr'ouverte. Je fermais toujours la porte à clé quand je partais. Toujours. J'ai poussé doucement la porte et je suis entré. La première chose que j'ai vue, ce sont les valises. 3 grandes valises empilées dans l'entrée de mon salon. Puis j'ai vu des boîtes. Des boîtes en carton avec des vêtements, des objets personnels, des choses qui n'étaient pas à moi. J'ai entendu des voix venant de la cuisine. Des rires, le bruit d'assiettes qui s'entrechoquent. Quelqu'un cuisinait sur ma cuisinière. J'ai marché vers la cuisine, sentant un mélange d'incrédulité et de rage grandir à chaque pas. Quand j'ai atteint l'embrasure de la porte, il y avait 3 personnes que je connaissais à peine. Une femme plus âgée aux cheveux gris se tenait à la cuisinière. Un homme de mon âge fouillait dans le réfrigérateur, et une jeune femme assise à table mangeait calmement dans une assiette que j'ai reconnue comme ma belle vaisselle. Ils se sont retournés quand ils m'ont vu. La femme plus âgée a souri. « Eleanor, c'est bien que vous soyez là. Nous préparions juste un petit dîner. Liam nous a dit que ce n'était pas un problème de nous installer. » Je suis resté dans l'encadrement de la porte, les regardant fixement. Ces gens étaient entrés dans ma maison. Ils avaient ouvert mon réfrigérateur. Ils utilisaient mes affaires et ils agissaient comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Sortez de ma maison, dis-je, ma voix basse mais ferme. » Les 3 m'ont regardé comme s'ils n'avaient pas compris. « Pardon, » dit la jeune femme en posant sa fourchette. J'ai dit, « Sortez de ma maison », répétai-je, plus fort cette fois. Tous les 3, tout de suite. Je n'avais pas toujours été une femme de silence. Il fut un temps où ma voix remplissait les espaces, où mes décisions comptaient, où je savais exactement qui j'étais et ce que je voulais. Mais c'était il y a de nombreuses années, avant que la vie ne m'apprenne que parfois, l'amour signifie se taire, céder, mettre les autres en premier, même si cela signifie se perdre en chemin. J'ai rencontré James quand j'avais 23 ans. Il travaillait dans la même usine de fabrication où je venais d'obtenir un poste d'opératrice de machine. C'était un homme bon, travailleur, avec des mains rudes et un rire honnête qui me faisait me sentir en sécurité. Nous nous sommes mariés 6 mois après notre rencontre lors d'une cérémonie simple avec à peine 20 invités. Liam est né 1 an plus tard. Je me souviens de la première fois que je l'ai tenu dans mes bras, enveloppé dans une couverture bleu pâle que j'avais tricotée moi-même pendant les derniers mois de ma grossesse. Il était si petit, si fragile, si complètement dépendant de moi. James a pleuré des larmes de joie en regardant notre fils. Nous allons tout lui donner, Eleanor, m'a-t-il dit, tout ce que nous n'avons jamais eu. Et nous l'avons fait, ou du moins nous avons essayé. Nous vivions dans un petit appartement de 2 chambres à la périphérie de la ville. James faisait des doubles gardes à l'usine pendant que je restais à la maison pour m'occuper de Liam. L'argent suffisait à peine, mais nous étions heureux. Ou c'est ce que je me disais chaque soir en me couchant, épuisé après une journée entière à laver, cuisiner, nettoyer, m'occuper d'un bébé qui pleurait sans cesse. Quand Liam a eu 4 ans, James a commencé à se plaindre de maux de tête. Au début, nous pensions que c'était la fatigue, le stress du travail, les heures supplémentaires qu'il faisait pour que nous puissions économiser un peu. Mais la douleur s'est aggravée. Il est arrivé un jour où il ne pouvait plus se lever du lit sans avoir l'impression que le monde tournait autour de lui. Je l'ai emmené à l'hôpital du comté. Nous avons attendu 7 heures pour être vus. Le médecin nous a dit qu'il devait faire des scanners, qu'il y avait quelque chose dans son cerveau qui n'avait pas l'air normal sur les examens de base. Les tickets modérateurs et les franchises s'élevaient à des milliers de dollars. Nous avions à peine $300 d'économie. Nous avons emprunté à la famille, aux amis, aux collègues. Nous avons rassemblé l'argent petit à petit, en billets froissés que les gens nous tendaient avec de la pitié dans les yeux. Finalement, nous avons payé pour les scanners. Le résultat est arrivé 2 semaines plus tard. Tumeur au cerveau, inopérable. 6 mois à vivre, peut-être moins. Je me souviens que James m'a pris la main quand le médecin nous a annoncé la nouvelle. Sa main tremblait, mais sa voix était stable. Tout ira bien, Eleanor. Toi et Liam, vous irez bien. Je vais m'en occuper. Mais il n'y a pas eu le temps de s'occuper de quoi que ce soit. James est mort 4 mois plus tard dans un lit d'hôpital, me tenant la main jusqu'au tout dernier moment. J'avais 29 ans, Liam en avait 5, et soudain j'étais veuve, seule, sans revenu, avec un enfant à nourrir et un loyer à payer.
Je suis retourné à l'usine. J'ai récupéré mon ancien poste d'opératrice de machine. Le salaire était maigre. Le loyer prenait la moitié de mon chèque. La nourriture, les transports, les charges, les vêtements, les fournitures scolaires de Liam, tout sortait de ce salaire gagné en travaillant 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Liam a grandi vite. C'était un garçon intelligent, curieux, avec le sourire de son père. Je l'ai inscrit à l'école publique locale. Chaque matin, je le déposais avant d'aller à l'usine. Et chaque après-midi, je le récupérais après mon service. Nous dînions ensemble dans ce petit appartement qui ne semblait jamais avoir assez de lumière. Je l'aidais à faire ses devoirs pendant qu'il me racontait sa journée. « Tu as toujours été bonne avec les chiffres, maman », m'a-t-il dit une fois alors que je lui expliquais des problèmes de maths. « Tu aurais dû étudier davantage. Tu devrais être enseignante ou quelque chose comme ça. » J'ai souri et ne lui ai pas dit la vérité. Que j'avais dû abandonner le lycée pour travailler et aider ma famille. Que mes propres rêves avaient été enterrés sous les besoins des autres. Que maintenant, mon seul rêve était de le voir grandir, étudier, et avoir les opportunités que je n'avais jamais eues. Les années ont passé. Liam a terminé l'école primaire et a commencé le lycée. J'étais toujours à l'usine, mais j'avais pris un deuxième travail de nettoyage de bureau la nuit. Je quittais l'usine à 18 heures, récupérais Liam, lui donnais à dîner, et à 20 heures, je ressortais pour nettoyer jusqu'à minuit. Je dormais 5 heures par nuit si j'avais de la chance. Quand Liam a eu 15 ans, il m'a dit qu'il voulait étudier l'ingénierie. Je savais ce que cela signifiait, des frais de scolarité hors de l'État car l'université d'État locale n'avait pas ce programme. Les frais de scolarité étaient astronomiques. Les livres, le transport, le matériel, tout ce que je n'avais pas mais que j'allais obtenir d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé à économiser chaque centime. J'ai arrêté d'acheter de la viande rouge et n'ai acheté que du poulet bon marché ou du thon en conserve. J'ai arrêté d'acheter des vêtements et j'ai porté les mêmes que j'avais depuis des années. Je marchais au lieu de prendre le bus chaque fois que je le pouvais. Chaque dollar que je ne dépensais pas allait dans une vieille boîte à café que je cachais sous mon lit. Liam a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec mention. J'ai pleuré de fierté à la cérémonie. Mon fils, le fils d'une ouvrière d'usine et d'un homme mort trop jeune, allait à l'université. Il allait être ingénieur. Il allait avoir une vie meilleure que la nôtre. L'université a coûté tout ce que j'avais et plus encore. J'ai trouvé un troisième emploi le week-end, vendant des tartes et des gâteaux faits maison au marché des fermiers. Je me levais à 4 heures du matin le samedi et le dimanche pour faire des pâtisseries que je vendais jusqu'à 14 heures. Puis je rentrais chez moi, faisais une courte sieste et m'occupais des tâches ménagères. Liam étudiait dur. C'était un bon élève, responsable, dévoué. Mais j'ai aussi commencé à remarquer des changements en lui. Il ne me racontait plus autant sa journée. Il passait plus de temps avec ses amis de l'université qu'avec moi. Quand je lui demandais comment ça allait, il répondait par monosyllabe, bien. Rien de spécial. Ne t'inquiète pas, il a rencontré Harper en 3e année. Elle étudiait aussi l'ingénierie. Elle venait d'une famille aisée qui vivait dans le meilleur quartier de la ville. La première fois que Liam a parlé d'elle, j'ai remarqué quelque chose de différent dans sa voix. Un enthousiasme que je n'avais pas entendu auparavant. Une admiration qui frisait l'obsession. J'aimerais que tu la rencontres, maman, a-t-il dit un après-midi. Elle est incroyable. Elle est intelligente, belle, et sa famille a des relations importantes. Son père possède une entreprise de construction. J'ai souri et j'ai dit, j'adorerais la rencontrer. Mais quelque chose en moi s'est tendu. Peut-être que c'était l'instinct. Peut-être que c'était la peur d'une mère qui sait que son fils grandit et s'éloigne. Je ne sais pas. Harper est venue dîner à l'appartement un samedi soir. Elle est arrivée dans une robe élégante et des talons qui claquaient bruyamment sur le sol usé du salon. Elle a regardé autour d'elle avec une expression qui se voulait polie mais ne parvenait pas à cacher son dédain. « C'est confortable », dit-elle avec un sourire forcé. Très authentique. J'avais préparé mon meilleur repas. Poulet rôti avec des pommes de terre et de la salade. Du pain fait maison que j'avais cuit ce matin-là. Un simple crumble aux fruits avec de la crème. Harper a peu mangé, déplaçant la nourriture dans son assiette plus qu'elle ne la portait à sa bouche. Elle a parlé presque tout le dîner de sa famille, des voyages qu'ils avaient faits en Europe, des plans d'expansion de l'entreprise de son père. Liam la regardait, fasciné.
Je le regardais et voyais un jeune homme qui tombait amoureux, non seulement d'une femme, mais d'un style de vie qu'il n'avait jamais eu. Après ce dîner, Liam a commencé à passer moins de temps à la maison. Il passait les week-ends avec Harper et sa famille. Il appelait moins. Quand il venait à l'appartement, il était toujours pressé de partir. Il y avait toujours quelque chose de plus important à faire. Je me disais que c'était normal, que les enfants grandissent et deviennent indépendants, que je devrais être heureuse qu'il ait sa propre vie, des amis, une petite amie. Mais au fond de moi, je sentais un vide grandir chaque jour. Liam a obtenu son diplôme d'ingénieur à 24 ans. J'étais à la cérémonie dans une robe que j'avais achetée d'occasion, mais qui m'avait coûté 2 semaines d'économie. Je l'ai regardé monter sur scène pour recevoir son diplôme et j'ai senti que tout en avait valu la peine. Les années de sacrifice, les nuits blanches, les emplois supplémentaires, tout. Il a trouvé un emploi immédiatement dans l'entreprise du père de Harper. Un poste avec un bon salaire, des avantages sociaux, des opportunités de croissance. Il a emménagé dans un bel appartement en copropriété dans un quartier plus sûr. Je l'ai aidé à déménager, portant des boîtes, même si mon dos me faisait mal. Tu viendras me voir souvent, n'est-ce pas, maman, a-t-il dit alors que nous arrangions les meubles dans son nouveau salon. Bien sûr, mon fils, ai-je répondu. Chaque fois que tu voudras que je vienne, je serai là. Mais les visites sont devenues sporadiques. Une fois par semaine est devenue une fois toutes les 2 semaines, puis une fois par mois, puis seulement lors d'occasions spéciales, anniversaire, Thanksgiving, Noël. Je travaillais toujours à l'usine. J'avais quitté les autres emplois parce que mon corps ne pouvait plus supporter le rythme. J'avais 52 ans et je sentais chaque année dans mes articulations, dans mon dos, dans mes mains qui ne pouvaient plus tenir des objets lourds sans trembler. C'est à cette époque que j'ai commencé à penser à acheter une propriété, quelque chose à moi, un endroit où je pourrais passer mes dernières années en paix. J'avais économisé pendant 30 ans. Je ne me suis jamais permis de luxe. Je n'ai jamais dépensé pour des choses inutiles. Tout allait sur ce compte, qui contenait maintenant près de 50 000 $ pour un acompte. J'ai cherché pendant des mois. Finalement, j'ai trouvé la ferme. Elle se trouvait à 1 heure de la ville, entourée d'arbres, avec un grand terrain et une simple maison de 4 chambres. Le prix était correct pour une maison à rénover à la campagne. C'était parfait. J'ai parlé de mon projet à Liam. Il a froncé les sourcils. Pourquoi veux-tu aller si loin, maman? Tu vas être seule là-bas. C'est mieux si tu restes à proximité. Mais j'avais déjà pris ma décision. J'ai signé les papiers, versé mes économies de toute une vie, contracté une hypothèque gérable et déménagé à la ferme. Quand j'avais 54 ans. Liam m'a aidé à déménager, mais il s'est plaint tout le temps de la distance, de l'isolement de l'endroit, de ce qui arriverait si je tombais malade. Tout ira bien, lui ai-je dit. C'est mon rêve, mon propre endroit. Et c'était le cas. Pendant les premières années, la ferme était mon sanctuaire. J'ai planté un potager et des fleurs. J'ai rénové la maison petit à petit, peint les murs, refait les planchers. J'ai fait en sorte que l'endroit me ressemble vraiment. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'avais quelque chose que personne ne pourrait m'enlever. Liam venait de moins en moins. Il avait toujours du travail, des engagements, des projets avec Harper. Je comprenais, ou du moins je me disais que je comprenais. Les enfants ont leur propre vie. C'est naturel. C'est comme ça que ça doit être. Quand Liam a annoncé qu'il allait épouser Harper, j'étais heureuse pour lui. Je lui ai demandé si je pouvais aider pour quoi que ce soit, s'il avait besoin d'argent pour le mariage. Il m'a dit que non, que la famille de Harper s'occupait de tout, qu'il avait seulement besoin que je sois là le jour de la cérémonie. Et j'y étais, dans ma plus belle robe, avec un sourire aux lèvres, heureuse pour mon fils, même si à l'intérieur je sentais quelque chose se briser, parce que je connaissais ce regard dans les yeux de Harper. Cette façon qu'elle avait de m'observer comme si j'étais quelque chose à tolérer, quelque chose dont il fallait se débarrasser. Finalement, les préparatifs du mariage de Liam avaient commencé 6 mois avant la date officielle. Je l'ai appris par un appel téléphonique rapide, presque désinvolte, où mon fils m'a informé qu'ils avaient fixé le jour et réservé le lieu. Il ne m'a pas demandé mon avis sur la date. Il ne m'a pas consulté pour voir si ce jour me convenait. Il l'a simplement énoncé comme quelqu'un qui annonce les prévisions météo. La famille de Harper a tout pris en charge dès le début. Chaque détail, chaque décision, chaque élément de la célébration est passé entre les mains de Linda Sterling, la mère de la mariée,
une femme de 62 ans aux cheveux châtains parfaitement teints, aux vêtements de marqué à la manière de parler qui montrait clairement qu'elle en savait plus que tout le monde sur n'importe quel sujet. J'ai essayé de m'impliquer au début. J'ai demandé à Liam si je pouvais aider pour quoi que ce soit, s'ils avaient besoin que je collabore à un aspect de l'organisation. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que tout était sous contrôle, que la famille de Harper avait de l'expérience avec ce type d'événement. Mais je suis sa mère, dis-je, en essayant de ne pas paraître désespéré. J'aimerais participer, même si c'est pour quelque chose de petit. Maman, ne complique pas les choses, a-t-il répondu avec ce ton qu'il avait développé ces dernières années, un mélange de patience forcée et d'agacement à peine contenu. Il y a déjà assez de gens qui s'occupent de tout. Tu n'as qu'à te présenter le jour du mariage et t'amuser. M'amuser. Comme si j'étais juste une autre invitée et non la mère du marié. Les semaines ont passé et je ne savais toujours rien de concret sur le mariage. Je ne savais pas quelle couleur ils avaient choisi pour la décoration. Je ne savais pas combien de personnes étaient invitées. Je ne savais pas s'ils voulaient que je fasse un discours ou s'ils s'attendaient simplement à ce que je m'assoie en silence et que j'applaudisse au moment opportun. J'ai décidé de rendre visite à Liam dans son appartement un samedi après-midi. J'ai sonné à la porte et j'ai attendu plusieurs minutes avant qu'il n'ouvre. Il avait les cheveux en désordre et semblait s'être tout juste réveillé, même s'il était déjà 14 heures. « Maman, je ne savais pas que tu venais, » dit-il sans bouger de l'embrasure de la porte. « Je voulais te parler du mariage, » ai-je répondu. Je n'ai rien entendu depuis des semaines, et j'aimerais être au courant. Il a soupiré et m'a finalement laissé entrer. L'appartement était en désordre. Des boîtes étaient empilées dans un coin, des vêtements jetés sur le canapé, de la vaisselle sale sur la table à manger. Ce n'était pas comme ça que je l'avais élevé, mais ce n'était plus à moi de dire quoi que ce soit. Harper est arrivée quelques minutes plus tard. Elle est entrée avec des sacs de boutique chers, portant des lunettes de soleil même si nous étions à l'intérieur. Elle m'a salué d'un baiser sur la joue qui a à peine effleuré ma peau. « Eleanor, quelle surprise !» dit-elle en laissant tomber les sacs sur le canapé. « Nous ne savions pas que vous veniez. »« Je voulais juste parler du mariage, » répétai-je, sentant ma voix devenir de plus en plus petite. « J'aimerais savoir s'il y a quelque chose pour quoi je peux aider. » Harper a échangé un regard avec Liam avant de répondre. « Eh bien, tout est à peu près réglé. Ma mère s'est occupée de chaque détail. C'est une experte en organisation d'événements. En fait, elle vient d'engager le meilleur service de traiteur de la ville. Ça coûte près de 20 000 $, mais ça vaut chaque centime. 20 000 $ en nourriture. J'avais épousé James avec un budget total de 500 $, et nous avions été tout aussi heureux. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. Et y a-t-il quelque chose que je puisse apporter ? Ai-je demandé. Peut-être les fleurs ou les centres de table ou quelque chose. Harper a souri de cette manière que j'avais appris à reconnaître. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un sourire qui disait que mon offre était inutile et probablement malvenue. C'est très gentil de votre part, Eleanor. Mais vraiment, tout est couvert. Mon père a insisté pour payer tout le mariage. Vous n'avez qu'à vous soucier de vous présenter et de passer un bon moment. Voilà encore cette phrase, juste vous soucier de vous présenter, comme si je n'avais aucun rôle réel dans la vie de mon fils au-delà d'être une spectatrice. Et ma robe, ai-je demandé. Y a-t-il une couleur spécifique que je devrais porter ou éviter ? Harper haussa les épaules. Ce que vous voulez, c'est bien. Nous n'avons pas de code vestimentaire strict pour les invités. Les invités ? Elle venait de m'appeler une invitée au mariage de mon propre fils. Liam est intervenu. Maman, ne le prends pas mal. Harper veut juste dire qu'il n'y a pas de pression sur ce qu'il faut porter. Porte ce qui te met à l'aise. À l'aise. Ce mot sonnait creux. Il n'y avait rien de confortable à se sentir exclu des préparatifs les plus importants de la vie de mon unique fils. Je suis resté quelques minutes de plus, posant des questions auxquelles Harper répondait vaguement. Finalement, j'ai compris que ma présence n'était pas désirée, et j'ai dit au revoir. Liam m'a accompagné jusqu'à la porte. « Ne te sens pas mal, maman ?» dit-il doucement. C'est juste que Harper et sa famille ont une façon très particulière de faire les choses. C'est mieux de les laisser s'en occuper. J'ai hoché la tête et suis sorti de l'appartement avec un poids sur la poitrine que je n'avais jamais ressenti auparavant. Sur le chemin du retour à la ferme, j'ai regardé par la fenêtre, me demandant à quel moment j'avais perdu mon fils.
À quel moment étais-je passé de la personne la plus importante de sa vie à quelqu'un qui dérange? Les semaines suivantes ont été une série de petites exclusions qui se sont accumulées. Liam appelait moins. Quand il le faisait, les conversations étaient brèves et superficielles. Comment vas-tu? Bien. Comment ça va? Bien. On se voit au mariage. Bien sûr. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Je me disais qu'il était occupé avec les préparatifs, le travail, sa nouvelle vie. Mais la nuit, quand la ferme devenait silencieuse et que j'étais allongé dans mon lit, je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose se brisait entre nous, quelque chose qui ne pourrait peut-être pas être réparé. Un mois avant le mariage, j'ai reçu un appel de Linda Sterling. C'était la première fois qu'elle me contactait directement. Sa voix était douce, mais avec un tranchant à peine perceptible. « Eleanor, je dois vous demander quelque chose d'important, dit-elle. Liam a mentionné que vous vivez seul dans une ferme assez grande. Est-ce exact? Oui, ai-je répondu, ne comprenant pas où la conversation allait. Je vis dans ma ferme depuis près de 10 ans. Ce doit être difficile d'entretenir une si grande propriété à votre âge, a-t-elle poursuivi. Et vous devez vous sentir seul là-bas, si loin de tout. Je vais très bien, dis-je, sentant mon dos se raidir. J'aime ma maison et je ne me sens pas seul. Il y eut une brève pause. Bien sûr, dit Linda. Je demandais juste parce que nous cherchons un endroit plus calme. La ville est devenue si bruyante et mon mari Richard a besoin d'air pur pour ses problèmes respiratoires, et Tiffany, notre plus jeune, préfère aussi une atmosphère plus champêtre. Je n'ai pas répondu. Quelque chose dans son ton m'a mise en alerte. Quoi qu'il en soit, juste par curiosité, a-t-elle terminé. On se voit au mariage, Eleanor. Elle a raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je suis resté là, le téléphone à la main, ressentant un malaise que je ne pouvais pas expliquer. Il y avait quelque chose dans cette conversation que je n'aimais pas. Quelque chose qui ressemblait à la préparation de quelque chose de plus grand. 2 semaines avant le mariage, Liam est venu me voir à la ferme. Il est arrivé seul, ce qui était étrange car dernièrement, il venait toujours avec Harper. Il s'est assis dans le salon et a accepté le café que je lui ai offert, mais il y avait une tension en lui qui me rendait nerveuse. « Maman, je dois te parler de quelque chose », a-t-il commencé après plusieurs minutes de silence gênant. « Dis-moi, mon fils. » Il a regardé sa tasse de café comme si les mots dont il avait besoin se trouvaient à l'intérieur. Harper et moi avons réfléchi à l'avenir, à la façon dont nous voulons construire notre vie ensemble. C'est normal, dis-je. C'est ce que fait tout couple qui se marie. Oui. Mais nous avons aussi pensé à la famille, à la façon de prendre soin de tout le monde. Tu sais, les parents de Harper ne traversent pas une bonne période financièrement. L'entreprise de son père a eu des problèmes et ils doivent réduire leurs coûts. J'ai écouté, ne comprenant toujours pas où il voulait en venir. Et Tiffany ne va pas bien non plus, a poursuivi Liam. Elle a rompu avec son petit ami et a perdu son emploi. Elle traverse une période difficile. Elle a besoin d'un endroit calme pour se rétablir. Je suis désolé pour eux, dis-je sincèrement. Mais je ne vois pas ce que ça a à voir avec moi. Liam m'a finalement regardé dans les yeux. Maman, ta ferme est immense. Elle a 4 chambres. Tu n'en utilises qu'une. Il y a beaucoup de place. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Non, ai-je pensé. Il ne peut pas suggérer ce que je pense qu'il suggère. Liam, c'est ma maison, dis-je en essayant de rester calme. C'est mon espace, mon sanctuaire. Je sais, maman, mais pense à la famille. Ils ont besoin d'aide, et tu as les moyens de la leur donner. Ce ne serait que temporaire, jusqu'à ce qu'ils se stabilisent. Non, ai-je répété plus fermement. Cette maison est à moi. Je l'ai achetée avec mon travail. Je ne vais pas la partager avec des gens que je connais à peine. L'expression de Liam a changé. Elle est devenue plus dure, plus froide. Je savais que tu allais réagir comme ça, dit-il. Tu as toujours été égoïste avec tes affaires. Égoïste. Ce mot encore, le même qu'il dirait plus tard au mariage devant tout le monde. Je ne suis pas égoïste, ai-je répondu, sentant ma voix se briser. J'ai donné toute ma vie pour toi. J'ai travaillé 3 emplois pour payer tes études. J'ai tout sacrifié.
Et maintenant tu m'appelles égoïste parce que je ne veux pas donner ma maison. Ce n'est pas donner, maman. C'est partager. C'est aider. C'est ce que font les gens qui se soucient de leur famille. Ce ne sont pas ma famille, dis-je. C'est la famille de Harper. Et s'ils ont besoin d'aide, qu'ils la cherchent ailleurs. Liam se leva brusquement. Je savais que je ne pouvais pas compter sur toi, dit-il. Harper avait raison. Elle a dit que tu allais être difficile. Que tu ne pensais qu'à toi. Il a quitté la maison en claquant la porte. Je suis restée assise dans le salon, tremblante, non pas de froid, mais de rage, de douleur, d'incrédulité. Mon fils venait de me traiter d'égoïste et de difficile parce que je refusais de céder ma maison. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je me suis retourné dans mon lit, pensant à la conversation, aux mots de Liam, à ce que Harper disait de moi dans mon dos. J'ai alors compris qu'il planifiait cela depuis un certain temps, que l'appel de Linda n'avait pas été un hasard, que tout faisait partie d'une stratégie pour me faire pression. Mais je n'allais pas céder. Cette ferme était à moi. Je l'avais achetée avec 30 ans de sacrifice. C'était le seul endroit au monde où je me sentais vraiment en paix, et personne, pas même mon propre fils, n'allait me l'enlever. Le jour du mariage est arrivé avec un ciel clair et une douce brise qui faisait bouger les rideaux de ma chambre. Je me suis levé tôt, même si la cérémonie ne commençait qu'à 18 heures. J'avais mal dormi, avec des rêves fragmentés où Liam me criait des choses que je ne comprenais pas bien, et Harper riait de quelque part que je ne pouvais pas voir. Je me suis levé, j'ai fait du café et je me suis assise sur le porche, regardant le jardin que j'avais cultivé pendant des années. Les pommiers que j'avais plantés de mes propres mains portaient déjà des fruits. Les fleurs qui poussaient le long de l'allée remplissaient l'air de leur doux parfum. Cet endroit était à moi. Je l'avais construit avec effort, avec patience, avec l'espoir d'avoir un refuge pour mes dernières années. J'ai passé la matinée à régler des détails dans la maison. J'ai arrosé les plantes, rangé les étagères, nettoyé des surfaces qui étaient déjà propres. Tout pour garder mon esprit occupé et ne pas penser à la conversation que j'avais eue avec Liam il y a 2 semaines, à la façon dont il m'avait traité d'égoïste, à la façon dont il était sorti en trompe de ma maison. À 14 heures, j'ai commencé à me préparer. J'ai pris un long bain, séché mes cheveux avec soin, appliqué un maquillage léger. J'ai sorti du placard la robe que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. Elle était de couleur lit de vin, élégante mais discrète, avec des manches longues et une coupe qui flattait ma silhouette. Elle m'avait coûté $200, que j'avais économisé pendant des mois. Je voulais être belle pour mon fils. Je voulais qu'il soit fier de moi. J'ai enfilé la robe, les chaussures à talons bas que j'avais cirées ce matin-là, et un collier de fausses perles que James m'avait offert pour notre 2e anniversaire. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu une femme de 64 ans qui avait travaillé toute sa vie, qui avait perdu l'amour de sa jeunesse, qui avait élevé un fils seul, et qui se préparait maintenant à le voir épouser une femme qui la méprisait. J'ai quitté la ferme à 16h30. Le lieu de réception se trouvait à 1 heure de la ville. J'ai conduit en silence, n'écoutant que le bruit du moteur et des pneus sur l'asphalte. Le ciel est resté clair. Il faisait chaud, mais pas trop. C'était une journée parfaite pour un mariage. Je suis arrivé 15 minutes avant le début de la cérémonie. C'était un endroit élégant avec des murs blancs, de hauts plafonds et des lustres en cristal qui reflétaient la lumière en milliers d'éclats. Il y avait des fleurs partout, des roses blanches, des lys, des orchidées. La décoration devait avoir coûté une fortune. Les invités commençaient à arriver. J'ai reconnu quelques parents éloignés, des collègues de Liam, des gens que je n'avais pas vus depuis des années, tous vêtus de vêtements chers, parlant à voix basse, admirant la décoration. Je me suis tenu près de l'entrée, ne sachant pas très bien où me placer. Une coordinatrice d'événements s'est approchée de moi. « Vous êtes la mère du marié ?» a-t-elle demandé avec un sourire professionnel. « Oui », ai-je répondu. « Parfait. Votre place est au premier rang, du côté gauche. Veuillez me suivre. » Elle m'a conduite à ma place. C'était un emplacement de choix avec une vue directe sur l'hôtel improvisé où Liam et Harper se marieraient, mais j'étais seul dans cette rangée. Personne d'autre n'était assis près de moi. De l'autre côté, le premier rang à droite était plein. Linda Sterling dans une robe dorée, Richard Sterling dans un costume sombre, Tiffany Sterling dans une robe rose qui en montrait trop, et plusieurs autres parents de Harper conversant vivement entre eux. Je me suis assise et j'ai attendu. Les invités continuaient d'arriver. La salle s'est remplie.
Tout le monde semblait se connaître. Tout le monde semblait appartenir à un monde que je ne connaissais pas, un monde d'argent, de contacts, de conversations sur les voyages, les affaires et les propriétés. La musique a commencé. Liam est entré par le côté de l'hôtel avec son témoin. Il avait l'air nerveux mais heureux. Il portait un costume noir parfaitement taillé qui lui allait bien. Il s'est tenu à l'hôtel et a regardé vers l'entrée, attendant sa fiancée. Puis Harper a fait son entrée. Elle marchait au bras de son père dans l'allée centrale pendant que tout le monde se levait pour la voir. Sa robe était spectaculaire, d'un blanc éclatant avec des broderies de cristal, une longue traîne que 2 petites filles tenaient soigneusement. Le voile couvrait son visage, mais on pouvait voir son sourire satisfait sous le tissu transparent. La cérémonie a été courte. Le juge de paix a officié, parlant d'amour, d'engagement, de famille. Liam et Harper ont échangé des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, de jolis mots sur l'avenir, sur la construction d'une vie ensemble, sur le fait de s'aimer pour toujours. J'ai écouté et j'ai ressenti une énorme distance entre mon fils et moi, comme si l'homme qui se tenait là à l'hôtel était un étranger avec le visage de Liam. Ils se sont embrassés lorsque l'officiant les a déclarés mari et femme. Les invités ont applaudi. La musique a joué plus fort. Tout le monde s'est levé alors que le couple descendait l'allée, se tenant la main, souriant pour les appareils photos, capturant chaque instant. Puis est venue la réception. Les tables étaient décorées de nappes blanches, de fleurs fraîches et de porcelaine élégante. Il y avait une table d'honneur surélevée où les mariés s'assieraient avec les 2 couples de parents. Alors que je me dirigeais vers là, Linda m'a intercepté. « Eleanor, votre place est à cette table », dit-elle en désignant une table à côté de la table d'honneur, mais pas à celle-ci. « Mais je suis la mère du marié », dis-je, confuse. « Je sais, mais nous avons décidé que seul le couple et nous serions à la table d'honneur. C'est une tradition dans notre famille. J'espère que vous comprenez. » Je n'ai pas compris. Dans aucun mariage auquel j'avais assisté, la mère du marié n'était exclue de la table d'honneur. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête et suis allé m'asseoir là où on m'avait indiqué. À cette table se trouvaient des oncles éloignés de Liam qui m'ont à peine parlé de toute la soirée. Le dîner a été servi. Une entrée de fruits de mer que j'ai à peine touchée car je n'avais pas faim. Un plat principal de steak avec des légumes que j'ai mangé en silence en écoutant les conversations autour de moi. Tout le monde parlait de la beauté du mariage, de l'élégance du lieu, de la beauté du couple. Puis les discours ont commencé. Richard Sterling a été le premier. Il s'est levé à la table d'honneur avec une coupe de champagne et a parlé de sa fille, de sa fierté, du fait que Liam était un homme bon qui méritait quelqu'un d'aussi spécial que Harper. Tout le monde a applaudi. Puis Linda a parlé. Elle a pleuré en racontant des anecdotes de l'enfance de Harper, décrivant son bonheur de l'avoir marié, souhaitant au couple tout le bonheur du monde. Plus d'applaudissements. J'ai attendu mon tour de parler, mais il n'est jamais venu. Personne ne m'a donné le micro. Personne ne m'a demandé de dire quelques mots sur mon fils. C'était comme si je n'existais pas, comme si Liam n'avait pas de mère. Je suis restée assise, sentant l'humiliation se transformer en un poids physique sur ma poitrine. J'ai regardé Liam, cherchant un signe qu'il réalisait que j'avais été exclu de tout. Mais il était occupé à rire avec Harper, à verser du champagne, à saluer les invités qui s'approchaient pour le féliciter. La musique a commencé et les gens se sont mis à danser. Je suis resté sur ma chaise, observant. Personne ne m'a invité à danser. Personne n'est venu me parler au-delà de salutations superficielles. Je me sentais invisible. C'est alors que Harper a pris le micro. La salle s'est tue alors qu'elle attendait avec ce sourire parfait que je connaissais si bien. Je l'ai regardée, me demandant ce qu'elle allait dire maintenant. Et puis elle l'a dit. Ces mots qui allaient tout changer. En tant que ta nouvelle femme, je permets gracieusement à ta mère de vivre dans mon ancien appartement. La salle a éclaté en murmures d'approbation. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. J'ai senti l'humiliation d'être traité comme un cas de charité, comme quelqu'un qui avait besoin de la permission des autres pour avoir un endroit où vivre. J'ai souri. C'était un réflexe, une habitude ancrée par des années de politesse, de ne pas causer de problèmes, de garder les apparences. J'apprécie ta générosité, Harper, dis-je avec la voix la plus stable que je pouvais trouver, mais je vis très heureusement dans ma ferme. J'ai vu le sourire de Harper se figer une seconde. J'ai vu Liam se tendre, et puis il a parlé. Maman,
j'ai décidé de ne pas te le dire plus tôt parce que je ne voulais pas gâcher cette journée, mais mes beaux-parents et ma belle-sœur emménagent là-bas. Le monde s'est arrêté. Les mots de Liam résonnaient dans mes oreilles, mais mon cerveau ne pouvait pas les traiter complètement. J'ai regardé autour de moi dans la salle, cherchant les sterling. Linda n'était pas à la table d'honneur. Richard non plus. Tiffany avait disparu. Tous les trois avaient disparu. Où sont-ils? Demandai-je, ma voix faible. Où sont-ils en ce moment? Ils sont partis en avance à la ferme, maman, répondit Liam avec cette cruelle naturalité. Ils sont partis il y a quelques heures pour commencer à s'installer. Nous avons pensé que c'était mieux comme ça. Je n'ai pas autorisé ça. Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les arrêter. Je n'ai donné la permission à personne d'entrer sur ma propriété. Maman, ne fais pas de scène, dit Liam, me regardant avec un mélange de honte et de colère. Ils ont besoin d'un endroit et tu as beaucoup de place. Ne sois pas égoïste. Égoïste? Voilà encore ce mot, prononcé devant 200 personnes, lancé contre moi comme une insulte publique. Harper s'est approché, sa robe de mariée bruissant contre le sol. Eleanor, ma famille a besoin de cet endroit. Tu es seul dans cette immense ferme. Il est juste que tu partages ton espace. De plus, je t'offre mon appartement. C'est un échange raisonnable. Juste. Raisonnable. Des mots qui sonnaient bien, mais qui cachaient le vol de ma maison, le vol de ma paix, le vol de la seule chose qui était vraiment à moi. J'ai regardé mon fils, le garçon qui avait grandi dans mes bras, le jeune homme qui avait pleuré sur mon épaule à la mort de son père, l'homme qui me regardait maintenant comme si j'étais un obstacle gênant dans ses plans. Puis j'ai dit assez fort pour que tout le monde m'entende, personne ne vit dans ma ferme sans mon consentement. Si tes beaux-parents et ta belle-sœur sont là en ce moment, je te suggère de les appeler et de leur dire de partir, car cette propriété est à moi et à moi seul. Le silence était total. Je pouvais entendre ma propre respiration. Je pouvais sentir chaque paire d'yeux rivés sur moi. Le visage de Liam était rouge de honte et de rage. Tu gâches mon mariage, murmura-t-il entre ses dents. Non, mon fils, ai-je répondu, ressentant une clarté froide. Tu te ridiculises en disposant de ma propriété sans me consulter. En invitant des gens à vivre dans ma maison sans ma permission. Harper croisa les bras. Vous êtes ingrate. Ma famille a juste besoin d'aide, et vous avez beaucoup d'espace. Vous devriez être reconnaissante que je vous offre mon appartement. Je n'ai pas besoin de votre appartement, dis-je en la fixant. Et votre famille n'a aucun droit sur ma ferme. J'ai travaillé 30 ans pour acheter cette propriété. Personne ne me l'a donnée, et personne ne va me la prendre. Liam fit un pas vers moi. C'est déjà décidé. Il reste. Point final. Tu peux déménager ou trouver un autre endroit. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était une lucidité absolue. Mon fils me mettait à la porte de ma propre maison. Il prenait la seule chose que j'avais et il le faisait devant tout le monde comme s'il en avait le droit. J'ai pris mon châle de la chaise. J'ai saisi mon sac à main à 2 mains. Alors, tu as pris ta décision, dis-je d'une voix ferme. Et je prends la mienne. Je pars maintenant. Et quand j'arriverai à ma ferme, je vais faire partir tes beaux-parents. Je me fiche de la façon dont tu résous le problème. Tu ne peux pas m'humilier comme ça, cria Liam. Tu m'as humilié le premier. Tu as donné ce qui n'était pas à toi. Tu as décidé pour moi. Maintenant, je décide pour moi-même. Et ce mariage est terminé pour moi. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Des murmures ont explosé derrière moi. J'ai entendu des voix, des exclamations, mon nom être prononcé. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à marcher la tête haute et le cœur brisé, mais avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage en sortant de la salle de banquet. J'ai respiré profondément, essayant de calmer le tremblement qui parcourait mon corps. Mes mains tremblaient alors que je cherchais les clés de la voiture dans mon sac. Mes doigts tâtonnaient. Les clés ont glissé. J'ai dû essayer 3 fois avant de pouvoir les saisir fermement. Je suis monté dans la voiture et j'ai verrouillé la portière. Pendant un instant, je suis resté complètement immobile, les mains sur le volant, regardant les lumières de la salle à travers le pare-brise.
Je pouvais imaginer ce qui se passait à l'intérieur, les chuchotements, les commentaires, les regards désapprobateurs sur la mère du marié qui avait gâché le mariage par son égoïsme. Mais je savais la vérité. Je n'avais rien gâché. Ils avaient franchi une ligne qu'ils n'auraient pas dû franchir. Ils avaient pris quelque chose qui ne leur appartenait pas. Et je n'allais pas rester là à l'accepter avec un sourire. J'ai démarré le moteur et j'ai quitté le parking. Les rues de la ville étaient éclairées et il y avait de la circulation même s'il était presque 21 heures. J'ai conduit prudemment, me forçant à me concentrer sur la route, même si mon esprit voulait s'égarer dans 1000 directions différentes. Je devais me rendre à la ferme. Je devais voir de mes propres yeux ce qui se passait. Je devais affronter ces gens qui étaient entrés dans ma maison sans permission. Mais pendant que je conduisais, une voix dans ma tête a commencé à murmurer des doutes. Qu'est-ce que tu vas faire en arrivant? Comment vas-tu faire sortir 3 personnes de ta maison? Qu'est-ce que tu vas dire? As-tu un droit légal de les expulser? Ou est-ce que Liam a raison et tu es juste difficile? J'ai secoué la tête en essayant de faire taire ces voix. Non, j'avais tous les droits du monde. À mon nom. J'en avais payé chaque centime. J'étais la propriétaire légale et personne ne pouvait y rester sans mon consentement. Mais malgré tout, la peur me serrait l'estomac. En quittant la ville et en prenant l'autoroute vers la ferme, j'ai sorti mon téléphone portable. J'avais besoin de parler à quelqu'un. J'avais besoin de conseils. J'ai pensé appeler certaines de mes anciennes collègues de l'usine, mais je ne leur avais pas parlé depuis des années. J'ai pensé appeler ma cousine Marie, mais elle vivait dans un autre état et ne pouvait rien faire de pratique. Puis je me suis souvenu de Monsieur Harrison. C'était un avocat que j'avais brièvement rencontré lors d'une fête de fin d'année quelques années auparavant. Il m'avait donné sa carte en me disant de l'appeler si j'avais un jour besoin de conseils juridiques. J'avais gardé cette carte dans mon portefeuille sans penser que j'en aurais un jour besoin. J'ai arrêté la voiture sur l'accotement de l'autoroute et j'ai cherché la carte avec des mains tremblantes. Elle était pliée et usée, mais le numéro était encore lisible. J'ai composé, ne sachant pas s'il répondrait à cette heure. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'une voix masculine ne réponde. « Bonjour, Monsieur Harrison. Je m'appelle Eleanor Davis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années chez les Miller. Il y eut une pause. Eleanor, oui, je crois que je me souviens. Que puis-je faire pour vous? Je m'excuse d'appeler si tard, dis-je, sentant ma voix se briser un peu, mais j'ai une urgence juridique et je ne sais pas à qui d'autre m'adresser. Dites-moi ce qui se passe, répondit-il d'un ton professionnel mais aimable. J'ai expliqué la situation aussi clairement que possible. Mon fils, son mariage, la famille de sa femme, la ferme, comment ils y étaient entrés sans ma permission pendant que j'étais à la cérémonie. J'ai parlé vite, trébuchant sur les mots, essayant de ne pas paraître hystérique, même si à l'intérieur, j'avais l'impression d'être sur le point de m'effondrer. Monsieur Harrison a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux quelques secondes avant de parler. Eleanor, ce qu'ils font est clairement illégal. Personne ne peut occuper votre propriété sans votre consentement. Peu importe qu'il soit parent de votre belle-fille ou que votre fils leur ait donné la permission. Il n'est pas le propriétaire de la propriété. Vous l'êtes. Donc je peux les expulser? Ai-je demandé, ressentant un énorme soulagement. Oui, vous le pouvez. En fait, vous devez le faire immédiatement. S'ils refusent de partir, vous pouvez appeler la police et les signaler pour violation de propriété. Avez-vous tous les documents prouvant que la ferme est à vous? Oui, j'ai tout. L'acte de propriété, les reçus d'hypothèque, tout est à mon nom. Parfait. Alors mon conseil est que vous vous rendiez sur votre propriété, que vous les informiez clairement qu'ils n'ont pas la permission d'être là, et que vous leur donniez un délai raisonnable pour faire leur bagage et partir. S'ils refusent, appelez immédiatement la police. Et demain matin, venez à mon bureau pour que nous puissions examiner votre situation juridique complète et nous assurer que votre fils ne puisse faire aucune réclamation sur la propriété. Merci, ai-je murmuré, sentant les larmes commencer à monter à mes yeux. Merci de m'aider. C'est pour ça que nous sommes là, Eleanor. Et rappelez-vous, vous ne faites rien de mal. Vous défendez ce qui vous revient de droit. Ne laissez personne vous faire sentir coupable de cela. J'ai raccroché et je suis resté assise dans la voiture quelques minutes de plus. Les mots de Monsieur Harrison résonnaient dans ma tête, me donnant la force dont j'avais besoin.
Je n'étais pas égoïste. Je n'exagérais pas. Je défendais mon droit de décider de ma propre vie, de ma propre maison. J'ai pris 3 respirations profondes et j'ai redémarré le moteur. J'ai continué sur l'autoroute avec une détermination renouvelée. Je ne tremblais plus. Je ne doutais plus. Je savais exactement ce que j'avais à faire. La route devenait plus sombre à mesure que je m'éloignais de la ville. Seuls les phares de ma voiture éclairaient le chemin. Je connaissais chaque virage, chaque arbre, chaque panneau de cette route que j'avais parcourue des centaines de fois. Mais ce soir, tout semblait différent. Ce soir, je ne retournais pas à mon refuge. Je retournais reprendre ce qui m'avait été volé. Finalement, j'ai vu le portail d'entrée de la ferme. Il était complètement ouvert, les grilles métalliques battant sur les côtés comme si quelqu'un les avait poussées avec force. Je fermais toujours ce portail à clé, toujours. C'était l'une de mes routines de sécurité. Mais maintenant, il était grand ouvert, invitant n'importe qui à entrer. J'ai franchi le portail et j'ai suivi le chemin de terre menant à la maison. Les lumières étaient allumées dans chaque pièce. De l'extérieur, je pouvais voir des mouvements à travers les fenêtres, des ombres se déplaçant d'un côté à l'autre, des gens se déplaçant dans ma maison comme si elle leur appartenait. Je me suis garé près de l'entrée principale et j'ai coupé le moteur. Je suis resté assis un instant, observant. Je pouvais entendre de la musique venant de l'intérieur. Des rires, le son de voix bavardant vivement. Ils célébraient. Ils profitaient de leur nouvelle maison. Pendant que je venais d'être humilié au mariage de mon fils. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'à la porte. Elle était entr'ouverte. Je fermais toujours à clé quand je partais. Mais maintenant, la porte de ma maison était ouverte, comme si peu importait qui entrait ou sortait. J'ai poussé la porte avec précaution et je suis entré. La première chose que j'ai vue, ce sont les valises que j'avais vues plus tôt. Mais maintenant, il y en avait plus. Des boîtes ouvertes avec des vêtements éparpillés, des chaussures jetées par terre, des sacs d'épicerie avec de la nourriture, un manteau accroché au porte-manteau de l'entrée qui n'était pas à moi. J'ai marché vers le salon. Il y avait aussi plus de choses là-bas. Un ordinateur portable ouvert sur ma table basse. Des magazines que je n'avais pas achetés éparpillés sur le canapé. Des verres avec des boissons laissés sans ouverts sur le bois que j'avais poli avec tant de soin. J'ai continué jusqu'à la cuisine. Les voix venaient de là. Je suis entré et je les ai vues. Linda était à la cuisinière en train de préparer quelque chose qui remplissait la maison d'une odeur que je n'aimais pas. Richard était assis à table en train de boire une bière à la bouteille. Tiffany était appuyée contre le réfrigérateur, son téléphone à la main, riant de quelque chose qu'elle voyait à l'écran. Tous les 3 se sont retournés quand ils ont senti ma présence. Un instant, il y a eu un silence total. Ils m'ont regardé. Je les ai regardés. Personne n'a rien dit. Puis Linda a souri. Eleanor. C'est bien que vous soyez là. Nous préparions un petit dîner. Liam nous a dit que nous serions très à l'aise ici. La ferme est magnifique. Sortez de ma maison, dis-je, la voix basse mais complètement ferme. Les 3 m'ont regardé comme s'ils n'avaient pas compris. Linda a cessé de sourire. Richard a posé lentement la bouteille de bière sur la table. Tiffany a baissé son téléphone. Pardon, a demandé Linda en fronçant les sourcils. J'ai dit, sortez de ma maison, ai-je répété plus fort. Tous les 3, tout de suite. Richard s'est levé. Eleanor, je pense qu'il y a un malentendu. Liam nous a dit que nous pouvions rester ici. Il nous a assuré que vous étiez d'accord. Je ne suis pas d'accord, ai-je répondu, sentant la rage monter dans ma poitrine. Je n'ai jamais donné la permission que vous entriez sur ma propriété. Cette maison est à moi. L'acte est à mon nom, et vous n'avez aucun droit d'être ici. Tiffany s'est avancée, les bras croisés. Vous exagérez. Nous avons juste besoin d'un endroit où rester temporairement. Ce n'est pas si grave. De plus, Liam est votre fils. Vous devriez vouloir aider ses beaux-parents. Vous n'êtes pas ma famille, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Vous êtes des étrangers qui sont entrés dans ma maison sans permission. Cela s'appelle une violation de propriété. Et si vous ne partez pas volontairement, je vais appeler la police. Linda a laissé échapper un rire sec. Vous ne feriez pas ça. Liam ne vous le pardonnerait jamais. Pensez à votre relation avec votre fils.
Je n'ai plus de relation avec mon fils, dis-je, sentant les mots sortir plus facilement que je ne le pensais. Il a décidé de la rompre quand il a disposé de ma maison sans me consulter. Quand il m'a traité d'égoïste devant 200 personnes. Quand il a choisi de bien paraître pour vous au lieu de respecter sa mère. Le silence qui a suivi était lourd. Richard et Linda ont échangé des regards. Tiffany avait baissé les bras et me regardait avec un mélange de surprise et de colère. « Vous avez 48 heures pour faire vos bagages et sortir d'ici, dis-je d'une voix stable. Si dans 48 heures vous êtes encore ici, je viendrai avec la police et ils vous feront sortir de force. Et croyez-moi, ma main ne tremblera pas pour le faire. » « C'est ridicule, a crié Tiffany. Vous ne pouvez pas nous mettre dehors comme ça. Nous avons un accord avec Liam. Liam ne possède pas cette propriété, ai-je répondu. C'est moi. Et le seul accord qui compte est celui que j'autorise, et je ne vous autorise pas à vivre ici. Richard a essayé une autre tactique. Eleanor, soyons raisonnables. Nous traversons une période financière difficile. Nous avons juste besoin d'un peu de temps pour nous stabiliser. Vous avez tellement d'espace ici. Ça ne vous coûterait rien de le partager. Ça m'a coûté 30 ans de travail pour l'acheter, dis-je, sentant chaque mot chargé de douleur et de colère. Ça m'a coûté de tout sacrifier pour avoir quelque chose à moi, et je ne vais pas le donner parce que ça vous arrange. J'ai marché vers le téléphone mural dans la cuisine. J'appelle mon avocat tout de suite pour que cela soit documenté, dis-je. Et demain, à la première heure, je vais au bureau du shérif pour déposer un rapport officiel. Vous avez 48 heures, pas une minute de plus. J'ai composé le numéro de Monsieur Harrison. Il a répondu à la première sonnerie. M. Harrison, je suis à la ferme. Ils sont là et refusent de partir. Dites-leur exactement ce que je vous ai indiqué. 48 heures. S'ils ne partent pas, signalez-les. Et je serai là pour vous soutenir légalement. Merci, ai-je murmuré. J'ai raccroché et je me suis tourné vers les Sterling. Vous avez entendu. 48 heures. Et maintenant, sortez de ma cuisine. Cette conversation est terminée. J'ai passé cette nuit dans ma propre maison en me sentant comme une étrangère. Je me suis enfermé dans ma chambre, ce que je n'avais jamais fait auparavant car j'avais toujours été la seule personne à y vivre. Mais maintenant, il y avait 3 intrus sous mon toit, et je ne leur faisais pas confiance. J'entendais leur voix à travers les murs, des rires occasionnels, le bruit de portes qui s'ouvrent et se ferment, des pas qui vont et viennent. Je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans mon lit, le téléphone portable à la main au cas où j'aurais besoin d'appeler quelqu'un. Chaque bruit me surprenait. Chaque craquement du bois me mettait en alerte. C'était ma maison, mon sanctuaire, et maintenant je me sentais comme une prisonnière dans ma propre chambre. Quand le matin s'est enfin levé, je me suis levé, épuisé. J'ai pris une douche rapide, je me suis habillé et j'ai quitté la chambre, déterminé à ne pas me cacher dans ma propre maison. Les Sterling prenaient leur petit déjeuner dans la cuisine. Ils avaient utilisé ma cafetière, mes tasses, mon pain, mon beurre. Ils s'étaient servis comme si tout leur appartenait. « Bonjour », dit Linda avec un sourire forcé en me voyant entrer. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement pris une tasse sur l'étagère, je me suis versé du café et je suis sorti sur le porche. Je n'allais pas me disputer avec eux. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir perdre le contrôle. J'allais juste attendre que le délai expire. J'ai passé la matinée dans le jardin, m'occupant des plantes, arrosant les arbres fruitiers, faisant n'importe quoi pour rester occupé. À 10 heures du matin, j'ai quitté la ferme et je me suis rendu au bureau de Monsieur Harrison en ville. Son bureau se trouvait dans un vieil immeuble bien entretenu du centre-ville. Je suis monté au 3e étage et j'ai frappé à la porte avec la plaque indiquant « Harrison et associés ». Une secrétaire m'a fait entrer. Quelques minutes plus tard, j'étais assise en face de Monsieur Harrison à son bureau. C'était un homme d'environ 50 ans, les tempes grisonnantes et une expression sérieuse mais aimable. Il a écouté attentivement tandis que je lui racontais tous les détails. Je lui ai montré l'acte de propriété, les reçus de paiement, tout ce qui prouvait que la ferme m'appartenait légalement. « Votre situation est claire, Eleanor, dit-il après avoir examiné les documents. Vous êtes la seule propriétaire de la propriété. Votre fils n'a aucun droit légal sur celle-ci, et les personnes qui occupent votre maison sans votre consentement commettent une infraction civile qui frise la violation de propriété pénale.
s'ils ne partent pas volontairement dans le délai que vous leur avez donné, nous pouvons procéder à une expulsion formelle ou à une accusation de violation de propriété. Et mon fils, ai-je demandé, sentant ma gorge se serrer. Peut-il faire une réclamation légale sur la ferme? Non. À moins que vous n'ayez signé un document lui donnant des droits sur la propriété. Avez-vous signé quelque chose de ce genre? Jamais, ai-je répondu fermement. Je ne lui ai jamais donné aucun document relatif à la ferme. Alors il n'a aucun droit. La propriété est à vous et à vous seul. Ma recommandation est qu'en plus d'expulser ces personnes, vous rédigiez un testament clair spécifiant ce qu'il adviendra de vos biens à l'avenir. De cette façon, vous évitez toute confusion ou tentative d'appropriation. J'ai hoché la tête, sentant un poids sur ma poitrine. Rédiger un testament signifiait accepter que ma relation avec Liam était brisée. Cela signifiait me protéger de mon propre fils comme s'il était un ennemi. Mais je savais que c'était nécessaire. Je vous recommande également, a poursuivi Monsieur Harrison, de changer immédiatement les serrures de votre maison et d'installer un système de sécurité si vous en avez les moyens. Vous devez vous sentir en sécurité dans votre propre maison. Je le ferai, dis-je. Je ferai tout ce qui est nécessaire. J'ai quitté le bureau de Monsieur Harrison avec une liste de mesures à suivre. D'abord, je suis allé dans une quincaillerie et j'ai acheté de nouvelles serrures à peine dormant pour toutes les portes. Cela m'a coûté $120, mais je m'en fichais. Ensuite, je suis allé dans un magasin d'électronique et j'ai demandé des informations sur les systèmes de sécurité. Le plus basique coûtait $300. C'était de l'argent que je n'avais pas prévu de dépenser, mais j'en avais besoin. Quand je suis retourné à la ferme à midi, les sterling étaient toujours là. Ils avaient étendu leurs vêtements sur la corde à linge dans le jardin, des vêtements suspendus à côté des miens, comme si c'était la chose la plus normale du monde. J'ai ressenti une rage sourde en le voyant, mais j'ai respiré profondément et je suis entré dans la maison. Tiffany était dans le salon à regarder la télévision avec le volume très fort. Linda était dans la cuisine à préparer un repas qui remplissait la maison d'odeurs étranges. Richard était sur le porche en train de fumer une cigarette, même si je n'avais jamais permis à personne de fumer sur ma propriété. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin du délai, dis-je assez fort pour que tout le monde m'entende. Tiffany a baissé le volume de la télévision et m'a regardé avec dédain. Détendez-vous, Eleanor. Vous n'allez pas mourir de partager votre maison quelques jours de plus. Ce ne sont pas quelques jours de plus, ai-je répondu. C'est 48 heures. Et quand ce temps sera écoulé, si vous êtes encore ici, j'appellerai la police. Linda est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon. Vous agissez de manière très peu chrétienne. La Bible dit que nous devons aider les nécessiteux. La Bible dit aussi, tu ne voleras point, ai-je rétorqué. Et entrer dans la propriété de quelqu'un sans permission, c'est du vol. Richard est entré du porche, la cigarette toujours à la main. Eleanor, pensez à Liam. Il va être très contrarié quand il saura que vous nous avez mis dehors. Liam sait déjà ce que je pense, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Et s'il décide de se ranger de votre côté plutôt que du mien, c'est sa décision. Mais je ne changerai pas d'avis. Cette nuit-là, ils ont dîné dans ma cuisine en utilisant ma nourriture. Je me suis enfermé dans ma chambre avec un sandwich que j'avais préparé avant leur arrivée. J'entendais leur conversation à travers la porte. Ils parlaient de moi comme si je ne pouvais pas les entendre. Vieille folle, a dit Tiffany. Égoïste, a commenté Richard. Chaque mot était un coup, mais je ne suis pas sorti de la chambre. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir réagir. J'ai juste attendu qu'ils finissent de dîner, qu'ils aillent dormir dans les chambres qu'ils avaient occupées sans permission, puis je suis sorti furtivement dans la cuisine pour laver la vaisselle sale qu'ils avaient laissée dans l'évier. Le lendemain, alors qu'il restait moins de 24 heures avant la fin du délai, mon téléphone a sonné. C'était Liam. Je l'ai regardé sonner plusieurs fois avant de décider de répondre ou non. Finalement, je l'ai fait. Maman, tu dois arrêter d'agir comme ça, dit-il sans même dire bonjour. Les parents de Harper m'ont appelé en disant que tu les menaces avec la police. C'est ridicule. Ce n'est pas ridicule, ai-je répondu calmement. C'est mon droit. Ils sont entrés dans ma maison sans permission. Je ne vais pas leur permettre de rester. Maman, ils ont juste besoin d'un endroit temporaire. Tu ne perds rien à partager ton espace. Je perds ma tranquillité, dis-je, sentant ma voix se briser un peu. Je perds ma sécurité.
Je perds confiance en mon propre fils qui a disposé de ma propriété comme si c'était la sienne. Tu as toujours été dramatique, a répondu Liam d'un ton las. Toujours à tout exagérer. Tu ne peux pas simplement être généreuse pour une fois dans ta vie? J'ai été généreuse toute ma vie, dis-je, sentant la colère monter. J'ai été généreuse quand j'ai travaillé 3 emplois pour payer tes études. J'ai été généreuse quand je t'ai soutenu dans chaque décision que tu as prise, même si je n'étais pas d'accord. J'ai été généreuse quand j'ai accepté Harper, même si j'ai vu dès le début comment elle me méprisait. Mais ce que tu demandes, ce n'est pas de la générosité. C'est que je me laisse piétiner. Je ne vais pas continuer à discuter de ça, a dit Liam. Les Sterling restent à la ferme. Point final. Si tu as un problème avec ça, c'est ton problème. Puis il a raccroché. Je suis resté le téléphone à la main, ressentant un énorme vide dans ma poitrine. Mon fils venait de me raccrocher au nez. Mon fils, à qui j'avais consacré toute ma vie, venait de me dire que mes sentiments n'avaient pas d'importance. Quand les 48 heures se sont exactement écoulées, j'étais dans le salon, le téléphone à la main, prêt à appeler la police. Les Sterling étaient dans la cuisine en train de dîner calmement, comme si de rien n'était. J'ai composé le 911. Je dois signaler une violation de propriété, dis-je lorsque l'opérateur a répondu. Il y a 3 personnes sur ma propriété qui refusent de partir même si je leur ai donné un préavis légal. L'opérateur a pris mes informations et m'a dit qu'une voiture de patrouille arriverait en moins de 30 minutes. J'ai raccroché et j'ai attendu. Linda est sortie de la cuisine avec un air d'incrédulité. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Vous n'êtes pas vraiment en train d'appeler la police. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu sans la regarder. Ils seront là dans moins d'une demi-heure. Si vous ne voulez pas être arrêté, je vous suggère de commencer à faire vos bagages. Richard est apparu derrière sa femme. C'est absurde. Liam va être furieux. Qu'il le soit, dis-je, ressentant un calme étrange. Ça ne m'importe plus. Tiffany est entrée dans le salon en criant. Vous êtes folle. Complètement folle. Quel genre de personne appelle la police sur sa propre famille? Vous n'êtes pas ma famille, ai-je répété pour la énième fois. Vous êtes des intrus, et les intrus ne sont pas les bienvenus dans ma maison. Les 25 minutes suivantes ont été chaotiques. Les Sterling couraient dans tous les sens, fourrant leurs affaires dans des valises à la hâte. Linda pleurait de façon dramatique. Richard jurait à voix basse. Tiffany me lançait des regards de pure haine en faisant ses bagages. Lorsque la voiture de police est arrivée, ils avaient déjà tout emballé et chargé la voiture qu'ils avaient garée devant la maison. 2 adjoints sont sortis du véhicule et se sont approchés de moi. C'est vous qui avez appelé, madame, a demandé l'un d'eux. Oui, je suis la propriétaire de cette propriété, ai-je répondu en leur montrant l'acte de propriété et les papiers que j'avais préparés. Ces 3 personnes sont entrées sans ma permission et ont refusé de partir. L'adjoint a examiné les documents puis a regardé les Sterling. Avez-vous des documents montrant que vous avez le droit d'être ici, un bail, une facture de service public? Richard a essayé d'expliquer quelque chose à propos d'un accord avec mon fils, mais l'adjoint l'a interrompu. Si le fils n'est pas le propriétaire de la propriété, il ne peut pas vous autoriser à y vivre. La propriétaire est cette dame, et elle a tout à fait le droit de vous demander de partir. Puisque vous n'avez pas établi de résidence, il s'agit d'une violation de propriété. Ce n'est pas fini, a menacé Linda en montant dans sa voiture. Nous allons parler à Liam. Nous allons arranger ça. Il n'y a rien à arranger, dis-je fermement. Ne revenez jamais sur ma propriété. Si vous le faites, je vous signalerai à nouveau. Les Sterling sont finalement partis, laissant une traînée de poussière sur la route. Je suis resté sur le porche, regardant leurs feux arrière disparaître au loin. Les adjoints sont restés quelques minutes de plus, prenant des notes pour le rapport. Vous avez fait ce qu'il fallait, madame, m'a dit l'un d'eux avant de partir. Personne n'a le droit d'envahir votre propriété, peu importe qui ils sont. Quand ils sont finalement partis et que j'étais seul à la ferme, je suis rentré et j'ai fermé la porte à clé. Le silence était absolu. Pour la première fois depuis des jours, ma maison était de nouveau à moi. J'ai parcouru chaque pièce, rassemblant les choses que les Sterling avaient laissées derrière eux, des vêtements oubliés, des magazines, des déchets. J'ai nettoyé toute la maison cette nuit-là. J'ai lavé les draps qu'ils avaient utilisés. J'ai désinfecté les surfaces.
J'ai ouvert toutes les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Je voulais effacer toute trace de leur présence. Les jours qui ont suivi l'expulsion des Sterling ont été étrangement calmes. Je me réveillais chaque matin en m'attendant à une sorte de représailles, un appel furieux, une tentative de réinvestir ma propriété, mais rien ne s'est produit. Le silence était absolu, et cela m'inquiétait plus que n'importe quelle confrontation. La première chose que j'ai faite a été de changer toutes les serrures de la maison. J'ai engagé un serrurier qui est venu tôt un matin et a remplacé chaque penne dormant. Cela m'a coûté 250 $, mais ça en valait chaque centime. Quand il a fini son travail, j'avais un nouveau jeu de clés et la certitude que personne ne pouvait entrer sans ma permission. Ensuite, il y a eu l'installation du système de sécurité. Un technicien est arrivé le lendemain et a placé des caméras à l'entrée principale, au portail et à l'arrière de la maison. Il a également installé des détecteurs de mouvement et une alarme directement connectée à mon téléphone portable. Si quelqu'un essayait d'entrer, je le saurais immédiatement. Le système entier a coûté 450 $. C'était de l'argent de mon fonds d'urgence, mais c'était une urgence. Liam n'a pas appelé pendant ces premiers jours. Je vérifiais mon téléphone constamment, m'attendant à voir son nom sur l'écran, mais il n'apparaissait jamais. Une partie de moi voulait qu'il appelle pour que je puisse lui expliquer ce que je ressentais. Une autre partie de moi savait qu'il valait probablement mieux ainsi. Il n'y avait rien à dire qui ne se terminerait pas par une autre dispute. J'ai bloqué le numéro de Harper après qu'elle m'ait envoyé 5 SMS d'affilée me traitant d'égoïste, d'amère et de mauvaise mère. J'ai également bloqué Linda quand elle a commencé à m'envoyer des messages religieux sur le pardon et la charité. Je n'avais pas besoin d'être bombardé de messages conçus pour me faire sentir coupable. J'ai passé mes journées à m'occuper de la ferme. J'ai taillé les pommiers, arrangé le jardin, peint des zones de la maison qui nécessitaient un entretien. Chaque activité était un moyen de me réapproprier mon espace, de le rendre à nouveau mien. J'ai nettoyé obsessionnellement chaque coin où les Sterling avaient été. Je voulais effacer toute empreinte de leur présence. Les nuits étaient plus difficiles. Quand le soleil se couchait et que la maison devenait silencieuse, les pensées arrivaient sans y être invitées. Je pensais à Liam, au garçon qu'il avait été, à la façon dont il me serrait dans ses bras quand il avait peur, à la façon dont il me disait que j'étais la meilleure maman du monde, à la façon dont tout cela avait lentement disparu jusqu'à devenir cette faille douloureuse que je ne savais pas si je pouvais réparer. Parfois, je pleurais. Je m'asseyais sur le porche avec une tasse de thé et laissais les larmes couler librement. Ce n'était pas seulement de la tristesse pour la perte de mon fils. C'était aussi de la rage pour tout ce que j'avais sacrifié pour en arriver là. C'était de la frustration, le sentiment que rien de ce que j'avais fait n'avait été suffisant. C'était la peur d'affronter le reste de ma vie complètement seul. Mais après avoir pleuré, je séchais mes larmes et je respirais profondément. Je me rappelais que j'avais pris la bonne décision, que défendre ma dignité n'était pas de l'égoïsme, que poser des limites n'était pas de la cruauté, que je méritais le respect, même si cela venait de mon propre fils. Une semaine après avoir expulsé les Sterling, j'ai reçu une visite inattendue. C'était Sarah, ma voisine qui vivait dans la ferme à 3 miles de là. Elle est arrivée avec une tarte faite maison et une expression inquiète. « Éléanor, j'ai pensé à vous », dit-elle quand je l'ai invitée à entrer. « J'ai entendu ce qui s'est passé avec votre fils. Les gens parlent beaucoup en ville. Je ne savais pas quoi dire. Je ne voulais pas que toute la région connaisse mes problèmes familiaux, mais je comprenais aussi que dans les petites villes, les nouvelles voyagent vite. Je veux que vous sachiez, a poursuivi Sarah, que vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai vu trop de femmes de notre âge se faire piétiner par leur propre famille, les laissant prendre leur maison, leurs économies, leur paix, pour ensuite se retrouver sans rien. Vous avez été courageuse de vous défendre. Ces mots m'ont profondément touché. Courageuse. Personne ne m'avait jamais qualifié de courageuse de toute ma vie. J'avais toujours été la personne qui se sacrifiait, la personne patiente, celle qui endurait tout sans se plaindre, mais courageuse. C'était un mot nouveau. Merci, ai-je murmuré, sentant mes yeux se remplir à nouveau de larmes. Sarah est restée tout l'après-midi. Nous avons parlé de nos vies, des enfants qui grandissent et oublient tout ce qu'on a fait pour eux, de l'importance de prendre soin de soi. Quand elle est partie au coucher du soleil, je me suis senti moins seul, moins jugé, moins coupable. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que les précédentes. Pour la première fois depuis le mariage, je ne me suis pas réveillé en sursaut au milieu de la nuit. Je n'ai pas fait de cauchemar où des gens s'introduisaient dans ma maison.
J'ai simplement dormi avec la tranquillité de savoir que ma maison était de nouveau vraiment à moi. Les jours se sont transformés en semaines. J'ai établi une nouvelle routine. Je me levais tôt, prenais mon petit déjeuner sur le porche en regardant le lever du soleil, travaillais dans le jardin le matin, me reposais pendant les heures les plus chaudes de la mi-journée et consacrais les après-midi à la lecture ou à de petites réparations dans la maison. C'était une vie simple, mais c'était la mienne. Liam n'appelait toujours pas. Le silence de mon fils était comme une blessure ouverte qui ne guérissait pas. Mais je n'allais pas être celle qui romprait ce silence. Je n'allais pas être celle qui s'excuserait d'avoir défendu ce qui était à moi. S'il voulait me parler, il savait où me trouver. Un après-midi, en arrosant les plantes, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre, mais finalement je l'ai fait. Eleanor, c'est Monsieur Harrison. Monsieur Harrison, ravi de vous entendre. Je vous appelle pour vous informer. J'ai préparé tous les documents dont nous avons discuté. Votre testament est prêt. J'ai également préparé une procuration pour qu'en cas d'urgence médicale, vous ayez quelqu'un de confiance qui puisse prendre des décisions pour vous. Nous avons besoin que vous veniez les signer. Je serai là demain, dis-je, sentant un poids dans mon estomac. Signer ces documents signifiait accepter officiellement que ma famille s'était fracturée. Le lendemain, je suis allé en ville et j'ai signé tous les papiers. Dans mon testament, j'ai légué la ferme à une organisation caritative qui aidait les femmes âgées sans ressources. Si Liam voulait quoi que ce soit de moi après ma mort, il n'allait rien obtenir. Et j'ai donné la procuration à Sarah, ma voisine, qui s'était avérée être plus une famille en une semaine que mon propre fils en des années. En quittant le bureau de Monsieur Harrison, je me suis senti étrangement libéré. J'avais repris le contrôle total de ma vie et de mon avenir. Personne ne pouvait me manipuler. Personne ne pouvait rien me prendre. J'avais retrouvé mon pouvoir. 3 semaines après avoir expulsé les Sterling, j'ai reçu un autre appel de Monsieur Harrison. Sa voix semblait satisfaite. Eleanor, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai examiné toute votre documentation juridique et je peux vous confirmer que votre propriété est entièrement protégée. Personne ne peut faire de réclamation dessus. Ni votre fils, ni votre belle-fille, ni sa famille. Tout est légalement blindé. J'ai ressenti un énorme soulagement en entendant ces mots. Merci, Monsieur Harrison. Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi. Il y a autre chose, a-t-il poursuivi. J'ai pris la liberté d'enregistrer une ordonnance restrictive préventive. Si l'un des Sterling tente de s'approcher à nouveau de votre propriété, il violera une ordonnance judiciaire. Il suffira de les faire arrêter immédiatement. Est-ce nécessaire, ai-je demandé, ressentant un peu de culpabilité. C'est une précaution. Vous m'avez engagé pour protéger vos droits, et c'est exactement ce que je fais. Ces personnes ont déjà démontré qu'elles ne respectent pas les limites. Il vaut mieux être préparé. Vous avez raison. Merci pour tout. J'ai raccroché et je me suis assise sur le porche, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. J'étais légalement protégé, mais émotionnellement, je restais blessé. La blessure de savoir que mon fils m'avait trahi de la manière la plus douloureuse possible. Les jours suivants ont été plus calmes. J'avais trouvé une étrange paix dans ma solitude. Je me levais quand je voulais, je mangeais ce dont j'avais envie, je passais les après-midi à lire des livres que j'avais achetés en ville. Ma vie était simple mais entièrement à moi. Sarah venait me voir 2 fois par semaine. Elle apportait de la nourriture faite maison et nous nous asseyions sur le porche à parler pendant des heures. Elle me racontait ses propres problèmes avec ses enfants adultes. Comment ils s'attendaient aussi à ce qu'elle résolve tous leurs problèmes financiers sans jamais la remercier pour tout ce qu'elle avait fait. C'est la malédiction des mères de notre génération, m'a-t-elle dit un après-midi. Nous avons tout donné pour nos enfants et maintenant ils pensent que nous leur devons encore plus. Ces mots résonnaient avec une vérité douloureuse. J'avais donné toute ma vie pour Liam, mais il ne l'avait jamais vu comme un sacrifice. Il l'avait vu comme une obligation, comme quelque chose que je devais faire sans rien attendre en retour. Un jour, alors que j'étais en ville pour acheter des provisions, j'ai rencontré Betty, une ancienne collègue de l'usine où j'avais travaillé pendant des années. Elle m'a serré fort dans ses bras en me voyant. « Eleanor, ça fait longtemps. J'ai entendu ce qui s'est passé avec ton fils. Toute l'usine en parle. » J'ai eu honte au début, mais Betty a continué à parler avant que je puisse répondre. « Je veux que tu saches que toutes les femmes avec qui tu as travaillé sont de ton côté.
Nous pensons toutes que tu as fait ce qu'il fallait. En fait, ton histoire a inspiré plusieurs d'entre nous. Elle s'est penchée. Christina a finalement dit non à sa fille quand elle voulait qu'elle vende sa maison pour lui donner l'argent. Et Valérie a arrêté de donner de l'argent à son fils qui n'a jamais travaillé un jour de sa vie. J'étais sans voix. Je n'avais pas pensé que ma situation pouvait avoir un impact sur d'autres personnes, mais apparemment, ma décision de me défendre avait résonné chez d'autres femmes qui en avaient aussi assez d'être piétinées par leur propre famille. Merci de me dire ça, ai-je murmuré, sentant mes yeux se remplir de larmes. Tu as toujours été forte, Eleanor, a dit Betty en me serrant la main. C'est juste qu'avant, tu ne le savais pas, cette nuit-là, je me suis assise dans ma chambre avec le vieux journal que j'avais commencé à écrire après la mort de James. Il y avait des pages et des pages d'entrée sur Liam, sur ses réussites, ses problèmes, ses joies. Tout tournait autour de lui. Toute ma vie documentée dans ces pages concernait le fait d'être une mère. Mais maintenant, j'ai commencé à écrire sur moi, sur Eleanor, sur la femme qui avait travaillé 30 ans pour s'acheter une ferme, sur la femme qui avait défendu son droit d'avoir la paix dans sa propre maison, sur la femme qui avait dit non alors que toute sa vie elle avait dit oui. Les semaines se sont transformées en un mois. Liam n'appelait toujours pas. Je vérifiais mon téléphone moins fréquemment maintenant. La douleur de son silence était toujours là, mais elle n'était pas aussi vive. C'était devenu une douleur sourde que j'avais appris à porter. Un après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Eleanor, c'est Chris de la Caisse populaire. Oui, allez-y, je vous appelle pour vous informer que votre demande de prêt a été approuvée. Les 5 000 $ que vous avez demandés pour des améliorations de la propriété sont disponibles. Vous pouvez venir chercher le chèque quand vous le souhaitez. J'avais demandé ce prêt il y a 3 semaines. Je voulais faire quelques rénovations, installer des panneaux solaires pour réduire ma facture d'électricité et construire une petite serre où je pourrais cultiver des légumes toute l'année. C'étaient des projets dont j'avais rêvé pendant des années, mais que je n'avais jamais eu le courage de commencer. Merci. Je passerai demain, dis-je, ressentant une excitation renouvelée. Le lendemain, je suis allé à la banque, j'ai pris le chèque et j'ai commencé à planifier les améliorations. J'ai engagé un charpentier local pour la serre. J'ai contacté une entreprise de panneaux solaires. J'ai acheté de la nouvelle peinture pour l'extérieur. Chaque décision était la mienne. Chaque dépense était pour mon bien-être. Chaque projet était pour mon avenir. Les ouvriers ont commencé à arriver à la ferme. Le charpentier a travaillé pendant 2 semaines à construire la serre de mes rêves. Les techniciens solaires ont installé le système sur le toit. J'ai peint moi-même les murs extérieurs d'une douce couleur crème que j'avais toujours aimée. La ferme se transformait. Ce n'était plus seulement l'endroit où je vivais. C'était mon projet, mon chef-d'œuvre, mon héritage à moi-même. Sarah est venue un après-midi pour voir les progrès et a souri en voyant tout ce que j'avais accompli. Regarde ce qui se passe quand on investit en soi-même au lieu de personnes qui ne vous apprécient pas, a-t-elle dit. Elle avait raison. Pendant des années, j'avais investi tout mon argent, mon temps et mon énergie dans Liam, et il l'avait pris comme son dû. Mais maintenant, j'investissais en moi-même, et la différence était palpable. Je me sentais vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Un soir, alors que j'admirais la serre terminée sous le clair de lune, mon téléphone a sonné. C'était un SMS d'un numéro inconnu. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était de Harper. Ton fils souffre à cause de toi. Je n'arrive pas à croire à quel point tu as été cruel avec lui et ma famille. J'espère que tu pourras vivre avec cette culpabilité. J'ai lu le message 2 fois. Autrefois, un tel message m'aurait détruite. Il m'aurait fait remettre en question chaque décision que j'avais prise. Mais maintenant, je ne ressentais qu'un calme froid. J'ai bloqué le numéro sans répondre. Je n'avais pas besoin de me défendre. Je n'avais pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Mes actions parlaient d'elles-mêmes. J'avais défendu ce qui était à moi. Et c'était suffisant. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, entouré du silence paisible de ma ferme. Un silence qui ne me faisait plus peur mais me réconfortait. C'était le silence d'une femme qui avait enfin trouvé sa propre voie. 6 mois s'étaient écoulés depuis le mariage de Liam. 6 mois depuis que ma vie avait complètement changé. J'étais au marché des fermiers de la ville en train d'acheter des fraises fraîches pour faire de la confiture quand je l'ai vu.
Liam était de l'autre côté du stand, regardant des tomates avec une expression distraite. Il avait l'air différent, plus mince, plus pâle. Il y avait quelque chose dans sa posture qui dénotait de l'épuisement. Nos regards se sont croisés un instant. Aucun de nous n'a bougé. Le temps semblait s'être arrêté entre les étals de légumes et l'agitation du marché. Puis il a fait un pas vers moi. « Maman » dit-il doucement. « Liam » ai-je répondu, en gardant mon calme, bien que mon cœur batte vite. « Pouvons-nous parler » a-t-il demandé en désignant un banc à proximité. J'ai hoché la tête et nous avons marché en silence jusqu'à ce que nous nous asseyions. Il y avait tellement de distance entre nous malgré le fait d'être côte à côte. Il a regardé ses mains. J'ai regardé droit devant moi. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé, a-t-il finalement commencé. Harper et moi avons des problèmes. Beaucoup de problèmes. Ses parents ne cessent de la presser pour obtenir de l'argent de quelque part. Elle me met la pression. Tout tourne autour de l'argent, des propriétés et de qui a quoi. J'ai écouté sans l'interrompre. Ce n'était pas à moi de régler ses problèmes conjugaux. J'ai réalisé quelque chose, a poursuivi Liam, la voix brisée. Je n'ai jamais apprécié ce que tu as fait pour moi. Tu as travaillé toute ta vie pour me donner des opportunités et je l'ai pris comme mon dû. Je ne t'ai jamais remercié. Je ne t'ai jamais respecté. Et quand tu as enfin eu quelque chose à toi, j'ai essayé de te le prendre. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Je l'ai regardé et j'ai vu le garçon qu'il avait été, le jeune homme que j'avais élevé seul. Mais j'ai aussi vu l'homme qui m'avait trahi. « Pardonne-moi, maman » a-t-il murmuré. « S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai été un fils terrible. Je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande quand même. » J'ai respiré profondément avant de parler. « Liam, ce que tu as fait m'a blessé plus que tu ne peux l'imaginer. Tu n'as pas seulement essayé de prendre ma maison. Tu m'as manqué de respect. Tu m'as humilié publiquement. Tu m'as traité d'égoïste pour avoir défendu ce qui était à moi. Je sais, dit-il en se couvrant le visage de ses mains. Je sais, et j'ai honte chaque jour. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre, ai-je poursuivi. Je te pardonne, non pas parce que ce que tu as fait est acceptable, mais parce que porter ce ressentiment me ferait plus de mal qu'à toi. Je te pardonne, mais cela ne veut pas dire que les choses redeviennent comme avant. Il m'a regardé avec les yeux rouges. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire que tu dois regagner ma confiance. Ça veut dire que tu respecteras mes limites et mes décisions. Ça veut dire que tu n'essaieras plus jamais de me manipuler ou de me faire pression pour faire quelque chose que je ne veux pas faire. Et ça veut dire que ta relation avec Harper et sa famille est ton problème, pas le mien. Liam a hoché lentement la tête. Je comprends. Je te le promets, maman. Je vais être meilleur. Je vais être le fils que j'aurais toujours dû être. Ne me fais pas de promesses, mon fils. Montre-le-moi par des actions. Nous sommes restés assis quelques minutes de plus en silence. Ce n'était plus un silence inconfortable. C'était un silence de compréhension, d'acceptation, d'un nouveau départ qui devrait être construit avec patience. « Comment vas-tu » a-t-il finalement demandé. « Comment va la ferme ?»« Elle est magnifique » ai-je répondu avec un petit sourire. J'ai fait beaucoup d'améliorations, installé des panneaux solaires et construit une serre. Maintenant, je cultive mes propres légumes toute l'année. J'aimerais la voir un jour, dit-il timidement. Si je le permets, un jour, ai-je répondu, quand nous serons tous les deux prêts. Nous nous sommes dit au revoir avec une brève étreinte. Ce n'était pas l'étreinte chaleureuse d'avant, mais c'était un début. Je l'ai regardé s'éloigner à travers la foule du marché et j'ai ressenti un mélange de tristesse et d'espoir. Tristesse pour tout ce que nous avions perdu. Espoir que peut-être, avec du temps et des efforts, nous pourrions construire quelque chose de nouveau. Je suis retourné à la ferme à midi. Le soleil brillait sur les panneaux solaires. La serre était pleine de plantes vertes et saines. Les murs fraîchement peints de la maison étaient magnifiques sous la lumière claire. C'était ma maison, mon sanctuaire, ma réussite. Je me suis assise sur le porche avec une tasse de café et j'ai regardé l'horizon. La vie m'avait appris de dures leçons ces derniers mois. Elle m'avait appris que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, que poser des limites n'est pas de la cruauté, que défendre ce qui est à soi ne fait pas de vous une mauvaise personne. Elle m'avait aussi appris qu'il n'est jamais trop tard pour prendre le contrôle de sa propre vie, qu'à 64 ans, on peut encore être courageuse,
qu'on peut encore se réinventer, qu'on peut encore choisir son propre bonheur. Sarah est arrivée cet après-midi-là comme elle le faisait toujours le jeudi. Elle a apporté du pain frais et nous nous sommes assis ensemble sur le porche. Je lui ai raconté ma rencontre avec Liam. Elle a écouté attentivement puis a souri. « Tu as fait ce qu'il fallait » m'a-t-elle dit. « Tu lui as donné une chance, mais tu ne lui as pas offert ta confiance. Il doit la mériter. » « C'est vrai » ai-je répondu, sentant la paix dans mon cœur. Cette nuit-là, alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, j'ai marché dans ma ferme. J'ai touché les arbres que j'avais plantés. J'ai senti les fleurs que j'avais cultivées. Je suis entré dans la serre et j'ai vérifié mes plantes. Tout cela était à moi. Je l'avais construit avec mon travail, mon sacrifice, ma détermination. Je me suis tenu au milieu du jardin et j'ai respiré l'air frais de la nuit. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement libre. Libre des attentes que je ne pouvais pas satisfaire, libre des sacrifices que personne n'appréciait, libre d'être celle que les autres voulaient que je sois. Maintenant, j'étais simplement Eleanor, une femme de 64 ans qui avait appris à se défendre. Une femme qui avait retrouvé sa dignité. Une femme qui avait trouvé sa propre voie et qui n'allait plus jamais permettre à personne de la faire taire. L'avenir était incertain. Je ne savais pas si Liam changerait vraiment. Je ne savais pas si notre relation se réparerait complètement. Je ne savais pas ce qui m'attendait dans les années à venir. Mais ce que je savais, c'était ceci, ma ferme était à moi. Ma vie était à moi. Mes décisions étaient à moi, et personne, absolument personne, n'allait me reprendre cela. Je suis entré dans la maison, j'ai fermé la porte à clé et j'ai allumé les lumières. Tout était à sa place. Tout était exactement comme je le voulais. C'était ma maison. C'était mon foyer. C'était mon sanctuaire. Et j'étais en paix. Enfin, après une vie de dons, de sacrifices, de mise en avant des autres, je vivais pour moi-même. Et ce sentiment était plus puissant, plus libérateur, plus satisfaisant que tout ce que j'avais connu auparavant. Je me suis couché cette nuit-là avec un sourire aux lèvres. Demain serait un autre jour à ma ferme, un autre jour de ma vie, un autre jour d'être complètement, authentiquement libre. Et c'était plus que suffisant.